La permaculture, c'est une approche globale déjà, qui cherche à optimiser le rapport qu'on a à son environnement et donc en priorité à faire de l'économie d'énergie, énergie dans tous les sens du terme, énergie certes, énergie renouvelable dont on parle, mais énergie humaine aussi. S'économiser. Ça signifie que, par exemple, on ne va pas disposer un poulailler à l'autre bout de la propriété puisqu'on va rendre visite à ces poules tous les jours. Donc pour ramasser les œufs, pour les nourrir si nécessaire, si elles ne sont pas en liberté par exemple. Ça veut dire également, si on a des toilettes sèches, ne pas disposer l'aire de compostage très très loin puisqu'il y a la manutention des seaux des toilettes sèches au compostage. Donc la zone de circulation est fondamentale en permaculture. La zone 1 c'est la maison, la zone 2 ça va être les abords de la maison. Alors par exemple on peut trouver des spirales aromatiques dans lesquelles on va mettre en place tout un tas d'aromates qu'on va avoir besoin pour la cuisine, donc à proximité de la cuisine justement parce que c'est pratique. C'est pratique, c'est très pratique, c'est très concret. Et puis après il y a la zone 3 où on va pouvoir avoir des jardins, un maraîchage plus global. Et puis après la zone 4 par exemple avec le rucher, les abeilles qu'on ne va voir que de temps en temps si nécessaire aussi. Puis après la dernière zone c'est la zone sauvage puisqu'en permaculture il est préconisé de laisser à disposition, livrée à elle-même, sans intervention de l'humain, une zone plutôt sauvage, quoi. Donc la permaculture c'est un art et science de comment concevoir les systèmes durables. En gros, c'est tous les systèmes qu'on peut imaginer. Système économique, système social, système agricole, système production en général. L'industrie, micro-industrie et tout. Donc, juste en agriculture, donc c'est pas que l'agriculture, c'est aussi mariculture, pisciculture, apiculture, sylviculture, agroforesterie, etc. Donc on touche à tout. La première phase de la permaculture, c'est l'observation. Il faut passer au moins une année d'observation rigoureuse à différentes heures de la journée pour repérer l'ensoleillement, l'ombrage, les zones inondables, les végétaux qui poussent, comment ils s'y développent, la présence des mammifères, la présence des oiseaux, la présence des parasites, ce qu'on appelle les parasites, qui ont certes une fonction, l'observation des insectes. L'observation, c'est son environnement et c'est soi, c'est-à-dire arriver à définir qu'est-ce que j'ai envie. Et il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Et une fois que ces besoins sont clarifiés, regardez quel est le chemin qu'on va faire entre nos besoins et puis cet environnement, ce qu'il nous propose. L'important, c'est d'être en action, pas en réaction. Donc on va prendre le temps pour observer ce qui est là. Donc il y a tous les aspects d'un site qui est le sol, la géomorphologie, comment s'est formé le paysage, la pluviométrie, le climat, les microclimats. Le pédoflore, le pédofaune, et puis aussi la flore et faune en général. Donc ça, c'est des aspects-là. Après, il y a des aspects, tout ce qui est technologie, bâtiment qui existe, qu'on souhaite avoir. Après, il y a tout l'aspect entre guillemets social, c'est-à-dire toutes les parties légales, finances, les compétences des personnes. Et puis on va mettre tout ça ensemble pour créer une conception. Il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. Donc moi je préconise la valorisation, absolument. Et commencer petit, c'est très valorisant. Et la spirale aromatique, ça me semble être un outil que n'importe qui peut mettre en place, qui est extrêmement esthétique, qui est hyper performant. Donc en gros, il s'agit de récupérer des pierres et de disposer ces pierres en spirale et de grimper, en fait, de créer du volume. Et donc les pierres vont emmagasiner la chaleur, restituer la chaleur et en plus, il ne faut surtout pas les maçonner parce que ça va faire des petits abris pour les auxiliaires. Et puis le fait qu'elles soient montées en relief va faire qu'elle est orientable. Donc elle va avoir un nord
elle va avoir un sud, et on va pouvoir adapter les végétaux en fonction de ces orientations-là. Ça va protéger des vents, ça va protéger du froid. Ici, on est en zone inondable, donc ça met hors d'eau. Sinon, il y a l'idée de recréer un microclimat. Par exemple, pour l'olivier, il y a une butte et il y a un petit olivier qui est planté. Et l'olivier, c'est pas du tout son climat et son sol ici. Donc, on l'a surélevé pour l'éloigner des nappes. Et on a disposé des pierres, mais comme le principe de la spirale aromatique, on a disposé des pierres tout autour qui vont emmagasiner la chaleur et lui restituer la chaleur. Ce qui fait que si on était un tout petit insecte ou un tout petit animal et qu'on irait au pied de l'olivier, on n'aurait pas du tout le climat qu'on a là. Les haies, ça fait partie des choses très très importantes en permaculture parce qu'il y a l'idée du brise-vent, il y a l'idée de la biodiversité, alors pas les haies de tuya monoculture, mais des haies champêtres où on va pouvoir trouver des variétés mellifères pour les abeilles. Et puis donc une biodiversité, ça fait un habitat naturel pour les oiseaux, pour tous les petits auxiliaires. Ici, on a des fossés partout parce que c'est un système de drainage. Pour nous, on est en zone inondable. Donc voilà, à chaque problématique qui va être spécifique au jardin de chacun ou au terrain de chacun, il va y avoir des problématiques qui vont leur être spécifiques. Et là, il faut qu'on s'interroge comment remédier à cette problématique. Déjà, est-ce que c'est une problématique, véritablement ? Parce que des fois, on peut s'imaginer « Oh là là, il y a plein de mauvaises herbes et tout, comment je vais faire mon jardin ?» Mais peut-être que le fait de planter un jardin au milieu avec ces herbes en présence, ça ne va pas être si problématique que ça. Nous, on a des haies partout et on voit que les végétaux qu'on a plantés avec les plantes endémiques, ça ne pose aucun problème. Donc déjà, est-ce que c'est un véritable problème? Et si c'est un véritable problème, comment je peux le résoudre? À moindre effort ou durable. Le problème de la culture sur butte, c'est que c'est génial à terme, mais que c'est extrêmement lourd à constituer au départ. C'est beaucoup de travail, il faut aller chercher de nombreux matériaux pour la constituer. Par contre, c'est vrai qu'on met un gros coup d'effort au départ et puis après, on est tranquille, quoi. Il n'y a plus à amender. Il y a la butte permanente sandwich. On l'appelle sandwich parce que la terre que l'on va prendre de surface, on va la remettre à la fin. Donc la butte est prise comme deux tranches de pain, quoi. Donc on va décaisser le sol, on va aller chercher des arbres morts, des bois morts, qu'on va bien étaler dans une même direction, plutôt dans la longueur. Et puis après, on va prendre des branchages plus petits et puis dedans, on peut y mettre de la matière organique si on a du fumier. On peut mettre de la paille, des feuilles séchées. Et donc, en partant d'un gros volume vers de plus en plus petit, après, on peut mettre du compost par-dessus et puis on va couvrir. Alors on parle de paillage, mais les couvertures peuvent se faire de diverses manières. On peut pailler avec des feuilles, on peut pailler avec du carton, on peut pailler avec toutes sortes de choses. Ce qui est vraiment très très important, c'est que le sol soit couvert pour éviter les lessivages quand il y a des fortes pluies, pour éviter les évaporations trop fortes s'il y a du soleil. Ce qui est important, c'est de prendre des techniques et de les adapter. Et la meilleure des solutions, c'est d'abord de prendre son temps et d'observer comment fonctionne la nature. Parce que Bill Mollison, c'est en observant la nature qu'il a pensé la permaculture. Un truc que j'aime bien beaucoup avec la permaculture, c'est qu'on est vraiment basé sur ce qui est réel. Donc c'est simplement pas possible de déconstruire tout ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui. On a des autoroutes, on a des villes, elles sont énormes. En plus, il y a des choses qui sont bonnes à garder. Donc on va simplement repérer ce qui est bien, quand on va préserver, ce qui n'est pas bien, quand on va transformer, et ce qui est nocif aux polluants, aux toxiques, qu'on va éliminer. Il y a des espaces qui sont ouverts, qui sont parfois disponibles, et parfois c'est un parking. Mais on ne va pas défaire le goudron, parce que ça va faire des mètres cubes incroyables de remblais. Donc on va simplement cultiver sur ça. On imagine que le goudron, c'est le roche-mère. Parfois, les gens, ils ont par exemple un phytorépuration. Donc c'est très bien. Ils vont traiter les eaux grises avec ça. Et donc ça va produire des plantes. C'est des plantes aquatiques. Donc on peut traiter les eaux usées avec des plantes aquatiques comestibles. Donc par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était avec des riz sauvages. Donc soit tu peux le manger, soit tu vas donner ça aux poules. Donc c'est pas juste, si je plante de la saule dans ma phytoréparation, c'est la faute de la saule pour le vannerie. Donc on va plus loin chaque fois. Ici, c'est un écolieu expérimental.
sur lequel on essaie d'avoir une approche à la fois en agroécologie, à la fois en permaculture. Dans l'idée de ces besoins, à un moment donné, ça m'a posé un problème. J'ai réalisé qu'on pissait et on chiait dans l'eau potable. Et je me suis dit, c'est juste pas possible. On a installé les toilettes sèches, on a installé l'aire de compostage, et comme on n'avait plus les eaux noires, c'est les eaux qui sortent des toilettes, qu'on appelle les eaux vannes en fait, on n'avait plus que des eaux grises à traiter. Donc les eaux grises, c'est machine à laver, douche, vaisselle, etc. Et ça, c'est beaucoup plus facile à traiter. Donc on a mis en place une phytoépuration, qu'on devrait plutôt appeler bactérie-épuration. Parce qu'en fait, ce n'est pas les plantes qui épurent l'eau, ce sont les bactéries qui sont à l'intérieur du système racinaire qui, elles, vont épurer l'eau. On va essayer d'avoir un système, même si c'est un potager, ça sert à un système, c'est pas juste un potager où on produit des légumes, qui va produire autant possible son propre fertilité. Et après, est-ce que c'est les matériaux avec lesquels je bâtis, quoi j'utilise pour construire, est-ce que ça prend soin de moi? Est-ce que ça prend soin des générations de futures? Chez mes enfants, c'est isolé avec de la chanvre. Donc quand ils ont envie de changer l'isolation là-bas, ils vont en planter d'autres et ils peuvent utiliser ça comme mulch sur le jardin. On est surtout dans une optique d'essayer de mettre entre les mains des gens un outil qui peut les aider à transformer leur système pour créer des systèmes qui sont durables, qui prennent soin des êtres humains, qui prennent soin de la terre, qui crée de l'abondance. Permaculture, ça veut dire culture permanente. Donc il y a cette notion de durabilité. C'est pas le développement durable, un peu langue de bois dont on parle partout, qui veut pas dire grand-chose. Il y a vraiment, je crois, un sens noble du terme à pérennité, quoi. Et à rendre à nos enfants une planète valorisée et pas épuisée.